c'est moi. Eh ben bonjour à tous, effectivement, comme ça a été annoncé un petit peu plus tôt, je suis Vlad Tapas. Vous me connaissez peut-être sur YouTube pour mon émission musicale Le 7 Barré, dans laquelle je fais des analyses et des reprises aléatoirement cheloues. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça, aujourd'hui, je suis là pour l'émission La Tronche en Biais, dans laquelle j'ai l'habitude de vous dire que vos cerveaux sont globalement des organes un petit peu tout pourris. Hein. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, j'ai décidé d'être gentil avec vos organes. Bonjour Vlad Tapas. Ah, et puis voilà, parce que justement, on est deux. Donc, asserment d'axe, qui est en retard, hein. Qu'est-ce que tu faisais? Je vérifie que les portes étaient bien fermées, à clé. Que les portes étaient... Pourquoi faire? Pour éviter que les gens s'enfuient pendant qu'on parle. Ça nous arrive tout le temps. C'est bien pensé, ouais. Donc là, vous êtes tous bien enfermés dans le noir, comme votre cerveau dans sa boîte crânienne. C'est bien vu, ça. Oui. C'est vrai que votre cerveau est dans votre boîte crânienne comme dans une boîte dans laquelle il n'a accès à quasiment rien du monde extérieur, hein, au fond. Quasiment rien, ce qui est très peu. Très très peu. Ben, prenons la perception du son, par exemple. Voilà. Dans les basses fréquences, vous percevez à peu près ce qui se passe autour de 20 Hz. En gros, et si vous avez moins de 30 ans, vous entendez encore quelques ultrasons entre 10 et 20 kHz, à peu près. Hein. Au-dessus, en dessous, rien du tout. Alors pour la lumière, c'est encore pire. Sur le spectre électromagnétique, les ondes varient entre plusieurs kilomètres pour les ondes radio et 1 femtomètre pour les rayons gamma, et votre œil est sensible à une gamme entre 400 et 700 nanomètres. C'est la lumière visible. C'est pas énorme, hein. Même sur un graphique en logarithme comme ça, c'est vraiment pas énorme. Hein. On peut dire, globalement, votre perception du monde extérieur est complètement daubée. Hein. Voilà. Et pour les... ce qui s'applique à la vue et l'ouïe, ça marche aussi avec les autres. Pour les myopes, c'est très très dur. Donc, Étant moi-même, je compatis beaucoup pour les myopes. Tu disais sur les autres perceptions. Oui, alors moi, j'ai pas validé ce PowerPoint. Hein. Je disais donc que pour les autres éléments de perception, eh ben, c'est plus ou moins la même chose, en fait, hein, les autres sens. Parce qu'il n'y en a pas que 5, contrairement à ce qu'on pense. Hein. Il y en a beaucoup, mais on fera ça un autre jour. Donc, pour la température entre le zéro absolu, qui est relativement froid, et les quelques millions de degrés qu'on trouve à la surface des supernovas, votre corps est viable et sensible à une gamme très étroite, entre 0 et 100 maximum. Au-delà, vous gelez ou vous brûlez. Voilà. Même chose pour l'intensité du son. Hein. Entre l'inaudible et l'onde de choc, au final, notre perception de tout ce qu'on est capable de percevoir nous-mêmes, c'est pas énorme. Objectivement, la réception que vous avez du monde, elle est médiocre. Désolé. Mais du coup, malgré tout, Vlad Tapas, nous n'avons pas le sentiment d'être des cerveaux enfermés dans une boîte crânienne presque étanche. Comment tu expliques ça? Alors ça, c'est parce que le cerveau, c'est quand même un putain de badass qui se paye le luxe de reconstruire une vision du monde à partir de très très peu d'éléments. C'est vachement parcellaire. Ou alors le cerveau est trop stupide pour savoir qu'il est Niro. C'est l'autre possibilité. Oui, mais j'ai dit aux gens que je serais gentil avec leurs organes. Oui. Les portes sont fermées, on s'en fout, ils sont coincés. Tu crois qu'on peut leur parler d'illusion de la conscience? Ils vont pas aimer, hein. C'est pour la bonne cause. Il faut les préparer alors. Dames et messieurs. Alors, entendons-nous bien, votre cerveau dans sa boîte est aveugle à quasiment tout ce qu'il y a dehors. Alors, il a accès à quelques bribes d'informations via ses sens sensoriels et il donne à peu près du sens de manière à garder en vie le reste de l'organisme. C'est son but. Donc, quand votre cerveau réussit à faire ça, il contribue à la transmission au fil des générations des gènes qui fabriquent des cerveaux à peu près viables. Et donc, au fil des générations, eh bien, le cerveau devient apte à produire des comportements adaptés. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et c'est pour ça que votre cerveau baigne, entre autres, dans la certitude de percevoir le monde tel qu'il est. Erreur, hein, la carte n'est pas le territoire. Et comme on vous a dit, vous n'avez pas accès au monde réel, mais juste à votre représentation du monde. Voilà. C'est ça. En fait, au fond, vous vivez tous dans votre propre matrix personnelle, votre propre reconstitution du monde. Mais le monde extérieur existe malgré tout. Alors vous avez plutôt intérêt, si vous avez envie de pouvoir évoluer dans ce monde-là, d'halluciner utile. S'il vous plaît. Les experts en sciences cognitives considèrent que, tous autant que nous sommes, nous hallucinons. Le monde que nous voyons n'est pas forcément le monde réel. Alors forcément, ceux qui ont réussi à survivre à la sélection naturelle, c'est ceux dont les hallucinations coïncidaient le mieux avec la réalité. Donc ça inspire l'humilité, j'espère, pour tout le monde. Hein. Votre cerveau,
consomme 20% de l'énergie de votre corps. C'est immense. Il pèse 5%, 6%, Ouais, voilà. pour les plus chanceux. Pas énorme. Et ces fonctions les plus élaborées sont aussi les plus coûteuses. La pensée consciente et rationnelle, c'est lent. Et tout ce qui est lent vous fait courir le risque de ne pas répondre suffisamment vite au danger. En parlant de danger, pardon, je te coupe, Vlad Tapas, je tenais à vous remercier tous parce que vous êtes tous des organismes exceptionnels, de très très beaux organismes. Alors c'est pas que votre faute, hein, Magnifique. mais parce qu'en fait vous êtes le résultat d'une histoire évolutive, le long d'un arbre évolutif qui ne ressemble pas du tout à ça, Non. hein, avec un axe, ça ressemble plutôt à ça, c'est une boule. Et on est tous équidistants du centre, de l'ancien ancêtre commun, et entre vous et la cellule de l'époque, il y a à peu près 50 000 milliards de générations, à À une 2 zéros patate près, près. en gros. Et donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous êtes le résultat d'une histoire où, à chaque échelon, chaque ancêtre, sur 50 000 milliards de générations, sans qu'aucun ne se trompe, ils ont tous réussi à vivre assez longtemps pour se reproduire, alors que ce n'est pas gagné pour tout le monde. C'est pour ça que je tiens à vous remercier d'avoir réussi à exister, à vous déplacer pour être avec nous aujourd'hui. Bravo à tout le monde! Toutes nos félicitations. Et ça, c'est parce que non seulement votre cerveau vous permet d'avoir des relations sexuelles, ce qui est quand même super bien, Bravo, oui. mais surtout c'est un organe de survie. Le cerveau fonctionne avec des éléments routiniers, tout un tas de petits modules qui lui permettent de recevoir des informations, parcellaires comme on l'a dit, et de les traduire, en fait de leur donner du sens, de créer une représentation du monde. Et c'est là que mon texte m'échappe à chaque fois. Alors, tu es en train de nous dire que nous avons tort de penser que nous faisons l'expérience directe de l'espace et du temps, et qu'en réalité tout ça n'est qu'une illusion dans notre cerveau que l'on prend pour la réalité. Une représentation du réel, oui, c'est ce que je dis depuis le début. Diapo 17. Voilà. Pourtant, moi j'ai l'impression d'avoir conscience du monde tel qu'il est, et de l'espace et du temps tel qu'ils sont. Vlad Tapas. Mais c'est une illusion, à Sermendax. Alors, je sais bien que nous sommes à Lyon, qu'il y a des gens dans la salle, que tu as une blouse blanche, qu'il y a un dodécaèdre rhomboïque derrière nous. Et tu dis que rien de tout ça n'est réel. Eh ben... j'ai jamais dit ça. Merci de commettre cette erreur, mon petit Mandax. Quand on dit que vous avez des illusions ou que les perceptions que vous avez du monde ne sont pas correctes, ça ne veut pas dire pour autant que le monde extérieur n'existe pas. Ah bon? Voilà, tout ce qu'on se dit, c'est simplement que votre cerveau reconstitue une vision du monde à partir de données extrêmement parcellaires et qu'il comble les trous avec des inférences. On le voit par exemple avec l'effet Troxler. L'effet Troxler, bonjour. Voilà, l'effet Troxler. Si vous fixez la croix au milieu de l'image, Alors, concentrez-vous bien, Voilà. quelques secondes. regardez-la fixement, vous allez constater que les disques roses vont finir par disparaître. Et tout ce que vous allez voir, c'est un disque vert qui circule autour de la croix. Alors Votre qu'il n'est- cerveau devient aveugle à ce qui ne change pas. C'est un peu comme si son acuité visuelle était basée sur le mouvement. Alors si moi, je te dis que moi j'ai conscience de tout ce que je pense, que j'ai conscience de tout ce qui se passe, et que ça me donne accès à une réalité qui échappe au commun des mortels. T'as le droit, mais ça fait rire tout le monde. Et puis la réalité est la même pour tout le monde. Hein. Et ce n'est pas ce que j'ai décidé de croire. Et qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Rien, Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? rien. Allez, Une, ex- genre une expérience. une expérience? D'accord. Allez, une expérience. Bonjour, une expérience en public. Tout à fait. Alors, on va mettre là sur l'écran 2 visages au hasard. Au hasard, ordinateur, au hasard. Voilà. Merci. Je vois pas ce que ça de drôle. Photo originale, obtenue de la source même des... Absolument, de manière Donc. tout à fait licite. Allez, expérimentons. Et vous allez, à 2 reprises, puisqu'il y a 2 photos, recevoir 2 exemplaires des personnes. 2 exemplaires de chaque photo. Démonstration. Et on va vous demander de comparer les deux Voilà. avec toute votre personnalité et de vous dire laquelle des deux je trouve la plus... La plus attirante, la plus attrayante, la plus séduisante. sexy, avec laquelle j'aimerais utiliser mon cerveau comme un organe de survie. Alors, mesdames et messieurs, on vote tous. Hein, donc, vous avez Léo version 1, Léo version 2, donc lequel est le plus sexy, vous votez. Alors, pour la version 1,
vous levez la main gauche maintenant et tu prends des notes. Alors, levez la main gauche, ceux qui pensent à la version 1. Levez la main droite, ceux qui pensent à la version 2. Baissez la main gauche, merci. Très bien. C'est pas très... Même chose avec les bourrifantes Ginger, Voilà. que Version vous 1, avez peut-être déjà vu version 2, il y a quelques minutes. votez. Version 1, version 2. Allez, la S'il vous 1, plaît. Très bien. la 2. Très bien. D'accord, merci d'avoir voté. Je vais maintenant m'absenter pour pouvoir aller calculer les résultats. Voilà, il va faire Et, des maths avec Michael. Tu les occupes? Oui, avec une autre expérience. Bonjour. Alors, je vais vous montrer une image que peut-être vous n'allez pas reconnaître. Ceux qui la connaissent vont se taire. Moi, quand je l'ai vue pour la première fois, je n'ai pas compris ce que j'avais sous les yeux. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'était très, très, très frustrant. Et je me trouvais un petit peu bête. En fait, je ne le suis pas du tout. Donc, on va vous montrer une image et voilà. Alors, est-ce que vous comprenez? Alors, on se tait, mais voilà. Alors, ceux qui ne savent pas, alors, autant vous dire que votre œil perçoit parfaitement l'écran, que vous voyez une image qui est en noir et blanc, donc vous percevez absolument le blanc et le noir et les nuances. Vous avez toutes les informations qu'il faut pour reconnaître ce qu'il y a sur l'image. Et pourtant, il vous manque quelque chose. Il vous manque une strate d'interprétation qui donne du sens à ce que vous voyez. Tant qu'on ne comprend pas ce qu'on a sur les yeux, on n'arrive pas à mettre en ordre l'image. Et maintenant, je vais vous dire ce qu'on a sur l'image, comme ça vous allez voir, c'est... J'ai fini! J'étais en train de leur expliquer mon... On s'en fout. Alors, retour à l'expérience précédente. Vas-y, Vous m'avez faites- manqué aussi. C'est une pour lui quand même. Dès qu'il revient, ça va... Bon, Alors. donne ton résultat, s'il te plaît. Eh bien, vous êtes majoritaire à avoir voté pour l'image 1 de Léo et majoritaire à avoir voté pour l'image 1 de Ginger. Et le plus amusant, c'est que vous savez certainement pas pourquoi, alors qu'en fait, nous, si. Voilà. Ouais. 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 Est-ce qu'on leur dit? Non. D'accord. Finis ton truc avec la vache déjà. Oui, alors c'était une vache. Alors, la vache avec ses deux grosses oreilles noires, ses deux petits yeux noirs et son gros museau noir. Ouais. Pour ceux qui ne la voient pas très bien, on a ici un schéma. On voit même les grains de beauté qu'elle a sur le flanc. On la voit la vache? Voilà. Donc c'est l'image de Dallenbach, pour ceux qui cherchent. Et donc vous aviez une vache. Maintenant on va revenir et vous expliquer... Voilà. C'était une vache, c'est une belle histoire, on s'en fout. Retour à l'autre. Ah, vous êtes venu voir des vaches ou des youtubeurs, sans déconner. Des fois la nuance est faible. Voilà. N'applaudissez pas ça, s'il vous plaît, on va avoir des problèmes. C'est un peu borderline comme blague là quand même. Alors, forcément, puisqu'on vous a demandé de sélectionner quelque chose entre les deux images, puisqu'on vous a demandé de faire une différence, c'est qu'il y a effectivement une différence dans les deux images. Et la différence, elle est toute bête, elle se trouve au niveau des yeux. C'est que dans les images 1, les pupilles sont dilatées. Or, ce qu'on observe dans la nature, c'est que lorsqu'on est attiré, intrigué, excité par quelque chose, notre pupille a tendance à se dilater. Or, on aime bien plaire. C'est agréable. Alors on a tendance à aller vers les personnes, à être attiré par les personnes qui elles-mêmes manifestent des signes d'attirance pour nous-mêmes. Narcissiques que nous sommes. Remarquez, c'est plutôt une bonne stratégie de reproduction. Hein. Oui. Au départ, je voulais illustrer ça avec une image de Nelson Mandela. Parce qu'il a un œil qui est plus dilaté que l'autre. J'adore Mick Jagger. Voilà. Mais quand j'ai créé des images, on s'est rendu compte qu'il y avait, il y avait un biais. Il n'y avait pas une seule... donc c'était pas très, très viable comme différence. Du coup, on est passé à autre chose. Mais donc ce qui marche pour le signal visuel marche aussi pour le son, marche pour les odeurs, pour tout ce que votre cerveau va percevoir de l'environnement. Derrière, il y a une machinerie qui se met en place, il y a un traitement, etc. Et vous percevez une perception générale. Donc vous avez conscience uniquement de votre avis général sans savoir ce qui s'est passé en coulisses dans le cerveau. Donc votre cerveau fait un gros travail pour vous dans l'ingratitude totale. Donc j'aimerais qu'on fasse une minute pour applaudir votre cerveau qui mérite vraiment d'être applaudi. Merci pour lui. C'est important de penser au cerveau. Bon boulot. Voilà, un cerveau donc, qui hallucine utile, comme on vous l'a dit, la plupart du temps, et on va ensemble vérifier que votre cerveau sait halluciner correctement.
Ok, vous êtes prêts? Donc, à 3, hallucinez. 3. Alors, ceux qui se demandent ici, c'est en profil. Là. Ok? On peut même halluciner sur un toast. À domicile, comment on appelle ce genre d'illusion? Eh bien, ce phénomène, ça s'appelle la pareidolie. Et c'est un truc qu'on utilise un petit peu tous, hein, parce que je crois que nous sommes plutôt nombreux ici à utiliser, par exemple, les smileys. Le smiley, c'est un exemple typique de pareidolie. Hein. 2 points, une parenthèse, on voit un sourire. Normal. Et la pareidolie, eh bien, c'est engendré par un module de reconnaissance des visages qui se trouve dans notre hémisphère droit. Oh la vache, comment on sait ça? Comment qu'on sait que c'est dans l'hémisphère droit? Ah ouais. Eh bien, il se trouve qu'il y a des personnes qui ont leurs 2 hémisphères qui ne communiquent pas. Donc on a fait une expérience? On va parler d'une expérience. J'aime le mot expérience. Oui. Leurs 2 hémisphères ne communiquent pas, ils ont ce qu'on appelle un split brain, voilà, un cerveau séparé. Eh bien, on a fait des expériences sur ces personnes-là. On sait que tout votre champ visuel gauche est géré par votre hémisphère droit, tandis que tout votre champ visuel droit est géré par l'hémisphère gauche, en toute logique. Donc, si on montre un tableau d'Arcimboldo, voilà, grand peintre italien de ce type-là, à une personne dont les 2 hémisphères ne communiquent pas, forcément, en fonction du côté, elle ne va pas l'interpréter de la même manière, a priori. C'est du moins ce qu'on a supposé. Donc, si on fait flasher un tableau comme ça, dans le champ visuel gauche, l'information traitée par l'hémisphère droit va voir un visage. Tout se passe bien, Voilà, pas de problème. Vous suivez bien là, ça va. Mais si on fait flasher cette image dans le champ visuel droit, l'hémisphère gauche va l'interpréter comme étant des fruits. Il ne voit pas le visage. Donc l'hémisphère gauche n'est pas celui qui contient le module qui permet d'interpréter les visages comme ça. Ça alors? C'est-tu pas dingue? Tu veux dire que la perception qui nous semble immédiate, unitaire et insécable est en réalité le produit de l'agencement de plusieurs signaux dans le cerveau? Voilà, tu comprends mieux ce que je voulais dire, Mandax. Mais en réalité, j'avais compris. Je voulais un GNU pour les besoins du spectacle. Oui. Tu le sais, ça, non? Bref. Maintenant, je propose qu'on regarde ce qui se passe dans la boîte, qui est dans le cerveau, qui est dans la boîte. Parce qu'il y a des trucs pas mal louches qui se passent là-dedans quand même. Notamment le problème très simple de la conscience. Pas ambitieux du tout comme question. Hein. Qui a juste inspiré des grands artistes pour faire des dessins de très 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 bon goût. C'est très joli. La beauté. Notamment la question de la conscience du temps. Est-ce que le temps que nous percevons est quelque chose de réel dans le monde extérieur? Et pour ça, on a fait une expérience. Ouais, c'est génial. Voilà. L'expérience de Libet. Voilà, et sa variante de 2008 par Matsuhashi et Allais. Absolument. Avec la question suivante, mon cher Vlad Tapas. À quel moment avons-nous conscience de faire ce que nous faisons? Ce qui a l'air d'une question conne. Ouais. Mais c'est pas le cas du tout. Ça n'est pas du tout. Alors pour faire cette expérience-là, on a besoin d'un volontaire, plus ou moins désigné. Ah merde, c'est moi. Oui, d'accord. Je suis volontaire. Et on va demander à ce volontaire de faire un mouvement sec du doigt dès qu'il en a envie. Ça va, c'est facile. Voilà. Et puis, deuxième étape, on met en place un protocole pour détecter le moment où le volontaire décide de bouger son doigt. Ok. Et troisième étape, on lui branche plein de trucs, plein d'électrodes, des machins, pour détecter les moments où il y a une activité cérébrale spécifique au mouvement du doigt. Qu'est-ce qu'on observe? Alors déjà, il faut savoir que cette expérience a été menée dans plusieurs laboratoires. Les chiffres varient un tout petit peu, mais le schéma général reste plus ou moins le même. Environ 1 seconde avant d'avoir le mouvement du doigt, effectivement, la personne a conscience de vouloir bouger son doigt. C'est déjà quelque chose. Mais encore 1 seconde avant ça, on repère une activité cérébrale spécifique à ce mouvement de doigt, qu'on appelle le potentiel de préparation. Quelle conclusion peut-on en tirer? C'est que les graphes, c'est très beau. Et qu'on a 3 choses différentes. On a le mouvement, on a le moment où on a conscience de commenter le mouvement, et on a l'ordre du cerveau. Et ce qu'on voit, c'est que si au cours du temps, l'activité du cerveau arrive avant que la conscience du mouvement arrive, la conscience n'est pas la cause du mouvement. Ok? Et on peut repérer une activité cérébrale spécifique d'un mouvement jusqu'à 10 secondes avant que le mouvement arrive dans les petites machines. Moralité, une grande question se pose, un peu flippante. Du coup, qui est-ce qui décide dans la tête?
Simon n'a pas du tout conscience avant qu'on décide. Et on sait? Alors la réponse est un petit peu rassurante et pas rassurante, on ne sait pas du tout. On travaille, enfin il y a beaucoup de pistes, il y a des schémas, etc., il y a des modèles. Mais en gros, la science y travaille, donc oui, la science, la plage. Résumons, on est en retard, résumons. Traduction approximative. Voilà, alors, résumé des expériences. Déjà, on a observé qu'on avait un module dans notre cerveau qui reconnaissait tout seul les visages. Exemple, voilà, ceci n'est pas un visage, merci. Deuxième expérience. Il y a des choses qu'on ne voit pas tant qu'on n'a pas compris. Maintenant, vous savez qu'il y a une vache dans la case, vous voyez la vache. C'est clair pour tout le monde? Il y a une vache, avant il n'y en avait pas. Voilà. On a observé qu'on réagissait à des signaux que nous ne sommes même pas conscients d'avoir perçus. On a vu qu'avec l'effet Troxler, qu'on était aveugle à ce qu'on a sous les yeux, ce qui est dommage. Et enfin, on a vu qu'on prenait des décisions avant même d'avoir conscience que ces décisions avaient été prises. Voilà. Et tout ça, c'est plein de bonnes raisons d'être extrêmement prudent vis-à-vis de nos perceptions et des impressions qu'on a sur le monde. Et donc, de rester sceptique. Quelqu'un a un commentaire? Ah ah! En définitive, un être humain n'a rien de plus qu'une conscience sécrétée par des neurones enfermés dans le noir. Une conscience qui ne voit quasiment rien de l'extérieur et qui n'a pas la moindre foutue idée de ce qu'il y a dans la boîte avec elle. Pas dis donc, moi si j'étais vous, ça me ferait flipper, hein? Eh, vous n'êtes que des marionnettes. Alors, rassurez-vous, il n'y a sans doute rien de plus dans cette fameuse boîte que des assemblées de neurones qui vous permettent d'interagir avec le monde extérieur, de percevoir des signaux et de les interpréter. Et tout ça, ça vous garde en vie. Alors, continuez à halluciner utile, c'est plutôt une bonne idée. Oui, mais votre cerveau, donc, qui vous garde en vie, est un organe très moche. C'est pas sa faute, il faut l'aimer quand même. C'est important. Donc prenez-en soin et une bonne hygiène mentale. Il y a une chaîne qui s'appelle comme ça. Et donc pour ça, matin, midi et soir, pratiquez la recherche systématique de l'erreur, aussi appelée la science. Hein. Vous vous en rappelez, vous notez? Merci beaucoup. Merci à tous.